Salut, bienvenue sur cette série de vidéos qui analyse des jeux d'énigmes. Pour le moment, c'est surtout des jeux en pixel art de type Sokoban, principalement créés avec l'outil Puzzle Script, qui est un outil de création de jeux d'énigmes en déplacement case par case, souvent avec des personnages. Et c'est un outil qui est génialissime parce qu'il est gratuit, open source, et qui permet vraiment, de par ses limitations, il permet vraiment de se concentrer sur l'aspect game design et propriétés émergentes des mécaniques de base, sans forcément avoir besoin de programmer. Il y a un outil de scripting qui est déjà intégré à l'outil. Et c'est vraiment très fluide, très plaisant et très direct d'expérimenter avec cet outil-là, ce qui permet d'aller explorer de manière très intuitive et directe des idées de jeux d'énigmes, alors qu'avec des outils plus conséquents comme Godot, Unity ou Unreal, ça demanderait beaucoup plus de travail, d'intégration. Donc c'est un très bon moyen d'éviter des frictions avec un outil et de rentrer directement dans le cœur du sujet. Et aujourd'hui, j'avais envie de faire une analyse de Echoes, qui est un jeu d'énigmes que j'ai créé il y a quelques mois. Et l'idée m'était venue parce que je refaisais Metroid Prime 2 Echoes, justement, le jeu de Nintendo qui reprend l'univers Metroid mais en 3D. Et il y a un truc sur lequel Nintendo est très fort, et ce depuis les premiers jeux Zelda par exemple, avec Ocarina of Time ou ce genre de philosophie, même ouais, Link to the Past. Il y a toujours eu cette notion de monde parallèle, qui était quelque chose qui était très utile à l'époque parce que les ressources mémoire étaient limitées et c'était un bon moyen de réutiliser les mêmes assets, les mêmes cartes, les mêmes datas, mais de permettre aux joueurs de redécouvrir le monde qu'il avait préalablement exploré. Et dans Metroid Prime 2 Echoes, il y a cette histoire où Samus arrive sur une planète. Et il y a une faille spatio-temporelle et il y a des espèces de portails qui permettent de rentrer dans la version sombre du monde, qui est dans des tons violets avec des créatures faites d'ombre, des espèces de grandes araignées qui nous attaquent. Donc il y a un côté action et exploration à travers ce jeu. Et il y avait vraiment un côté un petit peu, fallait jouer sur trouver des passages secrets et ouvrir des raccourcis qui permettaient de passer d'un monde à un autre. Et bien sûr, il y avait le côté Metroidvania avec l'acquisition de nouveaux pouvoirs, de nouveaux canons qui permettaient d'activer des portes violettes ou de lumière, etc. Euh, C'était un jeu qui était vraiment très intéressant de par son utilisation avec le monde sombre et de passer d'un monde à l'autre et que ça fasse des espèces de labyrinthes comme ça, multidimensionnels. Et mais c'est un jeu qui se focus principalement sur l'aspect exploration et qui va rester très simple sur l'aspect puzzle, puisque c'est notamment un jeu d'aventure avec des puzzles dedans. Donc les puzzles doivent être très simples. Et en fait, je me faisais la réflexion que c'était super cool, mais notamment de par les limitations techniques de l'époque, puisque c'est un jeu qui était sur la GameCube. Je me disais, tiens, c'est dommage que les monstres ne puissent pas me suivre d'un monde à un autre. Par exemple, quand je suis dans le monde sombre, je peux être pourchassé dans une room par une créature sombre. Mais si je prends un portail et que je retourne dans le monde de lumière, vu qu'il fallait que la console recharge la version de lumière du niveau, donc recharger une map avec un autre pack de textures, réinitialiser les créatures de la zone, etc., ben, ils ne pouvaient pas garder en mémoire où était la créature du monde sombre et faire en sorte qu'elle puisse elle-même prendre le portail pour me suivre
dans la version de lumière ou inversement, où je me trouve. Et je m'étais dit, tiens, ça pourrait être super marrant de faire un jeu d'énigmes qui explore cette idée où, vu que les niveaux sont petits, concentrés, et qu'il n'y a pas beaucoup de mémoire à utiliser vu que c'est très minimaliste en pixel art, est-ce qu'il y a moyen de créer un jeu d'énigmes avec ce monde parallèle où les deux mondes, lumière et sombre, existent, coexistent en même temps, et d'aller explorer ça. Donc, on va commencer tout de suite une nouvelle partie, et je vais expliquer succinctement un petit peu les règles de base, et après j'irai un peu plus loin dans quelles sont mes intentions de game design, spécifiquement sur ce jeu-là, et qu'est-ce que j'essaye de faire avec ce jeu, et comment j'essaie de surprendre le joueur sur ses attentes et ce qu'il comprend des mécaniques et de ce qu'il a appris. Ok, donc ça c'était pour l'introduction. Donc je suis bien en petite caméra, je vérifie, voilà, ok. Alors, on a un bonhomme bleu qui se déplace en case par case, il ne peut pas se déplacer en diagonale. S'il se déplace en diagonale, il y a forcément, c'est forcément un mouvement horizontal et vertical. C'est le cas de tous les jeux de type Sokoban avec l'outil Puzzle Script. Et le premier niveau est d'une très grande simplicité. C'est juste pour montrer aux joueurs que le but, c'est d'accéder à la sortie. Donc on ne sait pas encore que c'est une sortie, mais si je me dirige dessus, ça fait un petit son et on passe au niveau suivant. Et j'ai fait la sortie avec un petit plus, comme si c'était quelque chose de positif, de la même couleur du personnage, afin de signifier et d'inviter à dire tiens, c'est quelque chose qui est en lien avec le héros. Donc c'est l'objectif principal de chaque tableau, chaque niveau. Euh, voilà. Une fois que le joueur a appris à marcher, on rentre tout de suite dans le cœur du sujet, avec un niveau pourtant très simple, mais on a donc les murs qui sont de couleur sable, donc c'est un orange désaturé clair. Le fond est un peu marron sombre par contraste. On a ici une espèce de case en pointillé, comme s'il y avait un espèce de mur fantôme violet qui mène à cette salle qui contient un portail violet qui nous fait apparaître dans le monde violet, donc le monde sombre, du même niveau. Et en fait, le, ça inverse l'état des... je vais le montrer avec hop, cet outil-là. Ça inverse ces portes-là. Euh, et, euh, et voilà, c'est ce que permet de comprendre ce premier niveau. Donc, certains joueurs sont un peu confus parce qu'ils pensent que ça change juste la couleur des murs. On peut le voir comme ça. J'aurais pu mettre une animation comme si, dès qu'on passe un portail, il y a une espèce d'animation de VFX qui montre que on rentre dans un autre monde. Mais c'est un peu difficile avec l'outil Puzzle Script parce que c'est pas conçu pour faire des animations et des choses jolies. C'est un outil qui est volontairement minimaliste. Ok. Variante du même niveau, j'essaie de reprendre la structure avec les quatre petites rooms, juste en plaçant des portes différemment. Donc on comprend que la sortie est toujours ici, à ce niveau-là. Par contre, on ne peut pas y accéder directement. Donc on va devoir, cette fois-ci, aller dans le monde sombre, revenir dans le monde de lumière, pour finalement accéder à la sortie. Là, j'augmente en complexité, juste en augmentant le nombre de pièces de portail et de portes. Et le joueur doit choisir si il se dirige vers le bas, et il se trouve qu'il se trompe rapidement s'il est trop rapide, ou vers la droite. Donc ça, c'est une manière de communiquer non verbal qu'il va falloir être attentif à l'environnement et essayer
d'anticiper les mouvements et d'imaginer ce que ça va donner. Ok, donc l'objectif, il est en bas du niveau. On a le choix entre aller en haut et en bas. En haut, on se retrouve bloqué parce qu'il n'y a pas de place. Il n'y a pas d'autre portail ailleurs accessible, puisqu'on a ouvert cette porte-là. Donc il faut aller en bas. Hop, hop. Et refaire tout le tour. Comme ceci. Variante avec plus de portails, avec notamment un petit piège, puisque en fait, maintenant j'ai créé une habitude chez le joueur qui va être tenté dès qu'il est proche d'un portail, rentrer dedans. Mais en fait, ici, il faut qu'il évite de rentrer dans ce portail-ci, sinon il se retrouve bloqué et il ne pourrait pas accéder au portail de gauche. Donc c'est une manière de montrer que il va falloir qu'il réenvisage ce qu'il avait appris, à savoir ce qu'il a commencé à apprendre intuitivement, c'est rentrer dans un portail, c'est cool parce que ça m'aide à avancer dans le labyrinthe et d'accéder plus rapidement à la sortie. Mais il se trouve que dans ce cas-ci, il ne faut pas tête baissée plonger dans le premier portail venu. Il faut faire attention aux choix et à leurs conséquences. On a ici un niveau très simple où j'introduis les boutons poussoirs. Donc on a une espèce de porte rouge, comme si c'était un laser. Donc j'ai fait un rouge un peu vif et lumineux, qui contraste avec l'aspect un peu terreux du niveau. Et on a une case rouge un peu plus sombre. Donc on comprend on comprend intuitivement, pardon, que le rouge est lié au rouge. Donc en fait, ce bouton poussoir sur lequel on peut se positionner va permettre d'ouvrir la porte. Sauf que maintenant que la porte est ouverte, si je veux aller vers la porte, elle se referme parce qu'il n'y a plus mon personnage dessus. On a ici une caisse. Si je vais trop loin pour la pousser, je me retrouve bloqué parce qu'elle se retrouve dans un coin et j'ai pas l'espace pour tourner autour pour la ramener. Donc si je fais des CTRL Z, je peux contourner la caisse, la positionner sur le bouton poussoir et accéder ainsi à la fin du niveau. On a de nouveau un bouton poussoir, mais dans ce niveau-ci, il n'y a pas de caisse. Il y a un espèce de petit... il y a un tiles avec 4 pointillés. Donc si maintenant on est attentif à notre environnement, on pourrait se dire, tiens, si ça se trouve, c'est la caisse qui est en pointillé, donc en mode fantôme, présente dans le monde sombre, un peu comme s'il y avait une tache violette qui est une réminiscence de la caisse présente dans la version sombre du monde. Donc si je décide d'aller dans le monde sombre, effectivement, je me retrouve ici avec ma caisse qui me permet d'ouvrir la porte, qui me permet directement d'aller au niveau. J'ai mis la même porte dans les deux versions du monde, parce que le but c'était juste d'introduire l'idée que des éléments peuvent être présents dans une version alternative du niveau, donc il n'y a pas besoin de retourner dans le monde de lumière, ça évite des allers et retours inutiles, puisque ces premiers niveaux sont là pour être assez rapides à exécuter, et ils sont là juste pour introduire les mécaniques de base, il n'y a pas besoin que ce soit laborieux pour le joueur. Ok, on passe dans le monde sombre. Alors, ce niveau-là, c'est une variante inversée, où en fait, on voit tout de suite qu'il y a la caisse présente dans le monde clair, mais si je vais dans le monde sombre, elle disparaît. Donc c'est juste une variante du niveau précédent qui va renforcer cette idée, juste en rajoutant une étape supplémentaire, en revenant dans le monde clair, pour vraiment renforcer l'apprentissage du joueur. Ok. On a toujours le même type d'éléments, à savoir portail, bouton poussoir, porte et sortie et mur. C'est juste qu'il y a un plus grand nombre de ces éléments. Donc, on se dit ici, la caisse est de l'autre côté de cette de la porte. Hop là. Donc, il va falloir que je trouve un moyen de retourner de l'autre côté de la porte et de ramener la caisse vers le bouton poussoir et de revenir dans le monde clair éventuellement. Tac, 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 tac. Donc, cette porte-là était fermée
dans l'autre monde. Celle-ci était ouverte. Donc on a une inversion de la structure du niveau. Pardon, je ne suis pas encore à jour avec les raccourcis clavier de l'outil pour dessiner. Hop. On revient dans le monde clair et on s'est libéré le passage en ligne droite dans le haut du niveau. Ok. Ici, on a toujours une structure un peu similaire de niveau avec juste 6 petites rooms dans le niveau. C'est juste le placement des portes et des items qui changent, mais qui va changer assez fortement l'intention de ce que le niveau essaie de communiquer. Donc là, on n'a pas le choix, on est obligé de ramener la caisse sur le bouton poussoir. Et on voit qu'il y a une autre caisse ici, dans le monde sombre. Donc si j'y vais, je peux aussi ramener cette caisse sur le bouton poussoir, puisque la version lumineuse de la caisse n'existe qu'en mode fantôme dans le monde sombre. Donc il y a deux caisses, une caisse dans le monde clair, une caisse dans le monde sombre. Et on a une sorte d'inversion, enfin de doublon de caisses, et donc une forme de superposition de deux caisses qui sont dans deux états en même temps. Un peu comme un état un peu Schrödinger de la caisse. Et ce niveau-là, c'est un peu le point de bascule, puisque c'est exactement la même structure que deux niveaux précédemment, deux ou trois. Donc j'ai fait exprès que ce soit pas le niveau juste après pour qu'on l'oublie un peu. Mais c'est un peu comme quand on raconte une blague. Il y a des blagues qui sont un peu des blagues à tiroir où on va faire une première blague, puis on attend que la personne l'oublie, on va faire une deuxième blague et qui ressemble à la première, mais avec un twist. Et puis la troisième blague, c'est un twist de twist. Et donc on- la personne à qui on fait la blague se dit mais il est bête, il nous a fait la première blague, je connais la solution. Et en fait, on est surpris parce que il y a un retournement de situation. Euh, et c'est un peu la même chose ici, sauf que c'est pas, on n'utilise pas l'humour, on utilise la logique. Mais il y a un petit côté un peu blague dans le sens où il y a une invitation à avoir un ah moment, un moment de réalisation. On va voir tout de suite ce que ça donne. On a notre personnage, on a de nouveau un portail qui nous mène à cette room qui était avant inaccessible. On place la caisse ici et on est invité à aller ici. Sauf que cette fois-ci, dans la version première du niveau, il y avait un portail qui nous permettait d'accéder à la version de lumière et à se diriger tout droit comme ça. Sauf que là, on est coincé parce que il n'y a pas de portail. Un peu comme si le niveau était cassé. Et là, le joueur, normalement, se dit, tiens, mais il y a quelque chose qui va pas. C'est impossible. Je ne peux pas. La porte, elle est fermée. Il faudrait que j'ai une caisse dans le monde clair. Alors qu'elle est dans le monde sombre. C'est quoi le souci? Et en fait, au bout d'un moment, le joueur va se dire, eh mais si moi je passe dans les portails, peut-être que les caisses aussi. Et c'est exactement ce qui se passe. Et c'est une manière de valider l'intuition du joueur. Ok, donc ça c'était le premier niveau qui permet de réenvisager, réinterpréter les premières choses qu'on a apprises. Et j'ai vraiment conçu les premiers niveaux de telle sorte à introduire chaque mécanique très simplement au joueur, mais en faisant bien attention à ce qu'il ne puisse pas, dans les premiers niveaux, se retrouver dans une situation où il doit, euh, où, et où il pourrait intuitivement faire passer une caisse dans un portail. Je ne l'empêche pas, on peut le faire. Mais le layout du niveau et de chaque niveau, des premiers niveaux, sont faits de telle sorte à ce que ce soit pas intuitif d'y penser, puisqu'on a plutôt une invitation directe à suivre une sorte de chemin de pensée tout tracé, presque direct. Et ce moment de surprise a été créé spécifiquement avec cette intention. Donc, quand je crée des jeux d'énigmes, je ne sais pas exactement où je vais, je découvre en faisant.
Je prévois pas les derniers niveaux, voilà, mais j'ai une intuition du moment que je veux faire vivre au joueur. Et c'est souvent des moments de surprise. Et la surprise vient du fait que, comme maintenant j'ai l'habitude de jouer beaucoup à des jeux d'énigmes et à en créer, quand j'ai une idée de concept, j'arrive à voir le chemin, on va dire, premier, intuitif et très logique, simple de ce que permet le concept, mais j'ai aussi une idée de comment ce même concept peut partir dans une direction opposée et avec un même système unique peut être réenvisagé. C'est un peu comme un axe en mathématiques, un vecteur, et on peut l'envisager partir dans une direction, dans un sens, mais aussi aller dans l'autre, alors que c'est le même vecteur, c'est les mêmes propriétés, c'est les mêmes paramètres qu'on peut modifier. Et du coup, c'est ce que j'essaie de faire en game design, en jeu d'énigmes, de cette notion de commencer à introduire des mécaniques et renforcer une idée aux joueurs avec des niveaux qui se succèdent. Et vu que chaque solution de chaque niveau vient conforter le joueur dans cette compréhension de la mécanique, le moment où ça s'inverse, c'est un peu surprenant puisqu'en fait, le joueur a été habitué à penser dans une direction et à pas regarder de l'autre côté. Et à un moment donné, il y a un niveau, le seul moyen de le résoudre, c'est de thinking outside the box, en quelque sorte, c'est de penser à l'envers, c'est de réenvisager. Et je trouve que c'est une notion absolument fantastique que permet le jeu d'énigmes, parce que c'est un peu comme si on jouait avec les attentes du joueur et sa compréhension des règles du jeu. Et ça peut donner un grand sentiment de satisfaction de découvrir qu'un concept peut aller beaucoup plus loin que ce qu'on avait envisagé. Euh, Ouais, j'étais en train de me poser la question si je fais plusieurs vidéos, si je coupe maintenant, et je crois que je vais faire tout le jeu. Ce sera une vidéo un peu plus longue, peut-être que ça fera 1 heure, mais je vais me dépêcher. Euh, je vais aller un peu plus vite dans l'explication des niveaux, parce que ici, mon but n'est pas d'expliquer dans le détail chaque énigme. Ici, l'idée, c'est de renforcer euh, c'est c'est pas une énigme d'apprentissage, c'est une énigme de renforcement et de test. Les premières énigmes qu'on a faites étaient vraiment là pour enseigner de manière non verbale des mécaniques aux joueurs. Et ici, c'est plus, en quelque sorte, les mêmes idées que vues précédemment, mais avec des étapes supplémentaires, avec plus d'items. Donc c'est des niveaux un peu plus complexes, un peu plus longs, mais qui sont juste là comme une évolution Pokémon de l'idée qu'on a vue précédemment. Et donc c'est une manière un peu de tester. C'est un peu le boss final du concept. Et donc j'avais fait ce niveau-là juste avant de revenir à une forme plus simple, plus aérée, plus minimaliste, puisque cette fois-ci, on va introduire une nouvelle mécanique, à savoir le fait qu'on puisse switcher de personnage en appuyant sur la touche d'action. Donc je peux revenir à mon petit bonhomme qui est bloqué, et je peux aussi utiliser ce petit robot. J'ai fait ce bonhomme gris pour bien montrer que si il se positionne sur la sortie, et c'est donc pour ça que j'ai mis la sortie juste à côté du bonhomme, parce qu'il va être obligé de passer dessus en premier. Donc le joueur se rend compte qu'il ne se passe rien, donc il se dit tiens, c'est un bonhomme gris, c'est peut-être un robot, c'est pas notre personnage principal, donc c'est pas en positionnant ce petit bonhomme gris qu'on termine le niveau. Donc en fait, le bonhomme gris est bien là pour aider le joueur à finir le niveau. Et le bonhomme gris se comporte exactement comme le joueur ou une caisse. S'il se positionne sur un bouton poussoir, alors ça ouvre les portes qui lui sont associées. Ici, on a une variante, sauf que cette fois-ci, le bouton poussoir est du côté du joueur. Donc en fait, il y a une collaboration entre le robot qui ne peut pas passer et le joueur qui doit aider le robot pour que le robot puisse aider le joueur
à son tour. Ok, donc c'était une façon de renforcer l'énigme précédente. La première version était pour apprendre à marcher, la seconde pour renforcer l'apprentissage de la nouvelle mécanique, à savoir le fait de switcher entre deux personnages. Et là, on a une évolution où on ramène les mécaniques propres au jeu, à savoir les portails et le passage dans un monde multidimensionnel. Mais ce niveau-là a en plus une intention supplémentaire, c'est... euh, je vais le faire et j'en parlerai après, parce qu'en fait, c'est un niveau qui est en binôme avec le niveau d'après. Donc, ici, je me déplace, je suis bloqué, donc c'est un peu une version améliorée du niveau précédent, où on comprend que le bonhomme gris doit venir nous aider pour nous permettre de nous libérer en faisant ça. Sauf que cette fois-ci, l'aide va être un peu plus complexe parce que même si je peux passer de l'autre côté, donc le- la porte, elle est devenue légèrement violette, sombre. C'est une manière d'indiquer que dans le monde sombre, elle est toujours fermée, alors que dans le monde de lumière, elle est ouverte. Et cette fois-ci, il faut que le bonhomme gris, qui est maintenant en mode fantôme, bah, c'est pas parce qu'il est positionné sur l'interrupteur qu'il va pouvoir aider le joueur. Parce que ce bonhomme, si je retourne dans le monde clair, voilà, il est présent dans le monde clair. Mais si le bonhomme bleu se positionne sur le portail et arrive dans le monde violet, alors il faut ramener ce robot via un portail dans le monde sombre. Donc du coup, on peut switcher de caractère, de personnage, même si ces personnages sont dans des versions de mondes différentes. Donc c'est vraiment la mise en œuvre de mon idée de base qui était, tiens, qu'est-ce que ça donnerait un Metroid Prime où les deux mondes coexistent en même temps, dans une version simplifiée, minimaliste et puzzle game. Donc voilà, on se positionne sur l'interrupteur et on peut atteindre la sortie. Et là, on a un layout quasiment identique avec 6 rooms, mais avec un placement légèrement différent. Et en fait, cette version-là, le personnage principal est bloqué, on a besoin du robot. Et cette fois-ci, c'est nous qui devons passer dans le monde sombre. On peut aller sur le bouton et on voit qu'il y a la version fantôme du robot, mais on peut se positionner dessus parce que dans la version sombre, il n'existe pas. Mais du coup, on est coincé parce qu'on aimerait bien ouvrir cette porte rouge. On a besoin du robot, donc il va falloir qu'on l'aide. Ah oui, non, en fait, on peut revenir dans le monde clair, j'avais oublié. Donc le robot nous a permis de switcher de monde. Et en fait, j'avais parlé de niveau en binôme, en fait, c'est un trio. On a maintenant une version alternative où, puisqu'on a fait le premier cheminement dans le monde sombre avec le héros, c'est une version quasiment identique du niveau, mais avec une variante, où cette fois-ci, on doit contrôler le robot, aller dans le monde sombre, et imaginer à quoi ressemble le monde sombre du point de vue du robot. Parce que dans notre version ici, cette porte-là est fermée. Euh, Sauf qu'en fait, maintenant que le joueur a un peu l'habitude du jeu, il est habitué à l'idée que quand on switch de monde, les portes en pointillé deviennent des ouvertures. Donc en fait, il est assez naturel de se dire, tiens, effectivement, le robot peut passer à travers le, le mur comme un fantôme. Il passe pas au travers en fait. Dans son monde à lui, la porte est ouverte. Donc il peut revenir dans le monde clair, se positionner sur le bouton et nous aider. Donc euh, c'était nécessaire que je fasse ce niveau-là en trio parce que j'avais besoin de montrer d'abord aux joueurs ça donne quoi le cheminement de son point de vue en allant physiquement et visuellement dans le monde sombre avant de le forcer à utiliser son imagination et sa capacité de réflexion à se dire tiens,
quel est le comportement du monde d'un personnage qui se situe dans l'autre monde alors que je n'y suis pas. Et, euh, et c'est pour ça que les robots sont des personnages, on va dire, secondaires. Ils peuvent pas aller sur la sortie pour bien montrer que le personnage principal auquel on est identifié, c'est le héros, parce que comme ça, quand un robot va sur un portail, il change de monde. C'est pas notre personnage qui rentre dans le monde sombre et donc on va visualiser le monde sombre. C'est vraiment un autre objet interactif qui ressemble à un personnage, mais un PNJ, qui peut aller dans l'autre version du monde que je ne vois pas, mais que je peux imaginer. Ce qui est très intéressant en termes de jeu d'énigmes, parce que c'est faire confiance à l'intelligence du joueur et à sa capacité d'imagination. Et du coup, c'est hyper gratifiant en tant que joueur, parce qu'on se dit, ah, voilà un jeu qui me fait confiance et qui va tester ma capacité à réfléchir et à me projeter. Donc quelque chose que je ne vois pas, mais que je peux comprendre. Ok. Donc là, on peut aider le petit bonhomme gris à aller dans l'autre monde et à rejoindre euh, cette zone-là. Ok. Ok. Et là, on passe un peu à la phase 2 du jeu, puisque à partir de maintenant, on va quasiment systématiquement avoir 9 petites cellules, 9 rooms dans le niveau, donc du 3 par 3. Et c'est souvent comme ça que je me crée mes layouts quand je crée des jeux sur Puzzle Script, parce que j'aime bien avoir chaque tableau toujours de la même taille pour montrer aux joueurs inconsciemment que le jeu est consistant, donc que les règles vont être consistantes, qu'il n'y aura pas de surprise et que l'intérêt c'est bien le test du jeu, c'est la compréhension des règles et comprendre leurs propriétés émergentes. Euh, et voilà, et vu que ça fait quelque temps que je crée des jeux d'énigmes, je me suis aperçu qu'avoir 3 par 3 pièces séparées par un mur d'une case d'épaisseur, ça marche assez souvent bien si vraiment j'ai besoin de faire un niveau plus grand, parce que le niveau nécessite plus de pièces pour vraiment explorer et expliquer un nouveau concept aux joueurs, je peux étendre le niveau, mais souvent c'est pas utile et ça suffit amplement. Et je peux aussi faire des niveaux qui soient plus aérés avec moins de murs, plus de passages, etc., etc. Alors, dans ce niveau-là, j'utilise un peu la philosophie du forward design, c'est-à-dire que la manière dont j'ai conçu le puzzle, je l'ai conçu au lieu de penser à... Enfin, il y a l'objectif final, mais au lieu de faire le cheminement à l'envers, c'est vraiment... je place les items en fonction de dans quel ordre le joueur va les découvrir. Donc, le petit robot a le choix d'aller dans un portail, mais c'est plus simple. Ça fait moins de charge mentale de l'amener ici pour permettre aux joueurs d'aller euh, dans le monde sombre. Le robot peut revenir dans le monde sombre et alterner sur l'interrupteur, euh, permettre aux joueurs de revenir dans le monde clair et terminer le niveau. Donc c'est un peu un jeu de... le seul espace que le robot a accès, c'est cette zone-là. Et donc c'était une espèce de petit jeu où le but c'est de faire alterner le robot dans les deux mondes, de lui faire faire des petits allers-retours. Ok, là le joueur il peut aller dans le monde sombre, aller jusque là. On a envie que le robot puisse venir dans le monde sombre pour nous aider. Euh, il se trouve que dans le monde clair, la porte est fermée, mais il peut amener la caisse et la positionner sur l'interrupteur, traverser la porte, puisque dans le monde de lumière, la porte est ouverte, venir dans le monde sombre, venir ouvrir la porte et permettre aux joueurs d'accéder à la sortie. Donc c'est toujours une variante des niveaux précédents, mais avec un niveau de complexité plus élevé. Donc c'est encore une fois une succession de niveaux de tests qui viennent tester
la compréhension des règles du joueur, c'est pas des niveaux d'enseignement pour enseigner des nouvelles mécaniques. C'est voilà, on est vraiment dans la seconde phase du jeu où maintenant on a tout ce qu'on a besoin de savoir et on va plus loin et on joue avec ce qu'on a déjà compris des éléments fondamentaux du jeu. Là, cette fois-ci, le bonhomme gris est directement dans le monde sombre, donc on a envie naturellement de l'amener dans le monde clair, sauf que dans le monde clair, il n'y a rien à faire et le héros est bloqué. Donc on a bien besoin de l'aide du robot. Et en fait, le robot, s'il est dans le monde sombre, il peut passer à travers les portes, puisqu'elles sont ouvertes dans le monde sombre. Donc c'est une sorte de surprise. Les portes sont fermées, donc il ne peut pas traverser. Donc il doit aller de l'autre côté, aller chercher cette caisse qui est dans le monde clair, l'amener dans le monde sombre. Hop, tac tac tac. Qu'est-ce que je suis en train de faire? L'amener sur l'interrupteur. Et maintenant, même si c'est invisible pour le joueur, les portes sont ouvertes pour le robot dans le monde sombre. Donc il peut maintenant passer cette porte-là qui lui était impossible à résoudre, afin de revenir dans le monde clair et d'ouvrir les portes dans le monde clair. Et ce niveau a vraiment été pensé pour que le joueur soit vraiment bloqué dans sa room et qu'il ait aucune capacité de manœuvre. Et donc on est obligé d'utiliser le robot. Donc c'est presque un niveau qui a exactement la même difficulté logique que si c'était le joueur qui jouait, sauf que la difficulté vient plus d'un problème de lisibilité, où le joueur est vraiment obligé d'imaginer les conséquences des actions du robot dans le monde sombre alors qu'il ne les voit pas. Notamment le haha moment réside dans le fait de «Ah mais si le robot a positionné une caisse dans le monde sombre sur l'interrupteur, les portes sont ouvertes, même si dans le monde clair, dans mon monde à moi, elles sont fermées.» Donc c'était vraiment cette intention-là dans ce niveau. Ok. Là, on a le robot qui peut switcher de monde, mais ça ne sert pas à grand-chose. Donc on va aller dans le monde sombre, utiliser le joueur pour permettre au robot d'amener la caisse ici. Alors je me souviens plus s'il faut retourner dans ce monde-là. Oui, on peut faire ça. On peut positionner la caisse là. Euh, presque. Il faut ouvrir la porte dans le monde sombre. Finalement, j'ai pas besoin de la caisse. Ça, c'est une erreur de game design de ma part. C'est pas grave. Ok. Si on peut utiliser le bonhomme pour ouvrir et finir le niveau. Ok. Et alors, ça, c'est un truc que j'adore avec les jeux d'énigmes, c'est les propriétés émergentes. Comment créer de la complexité, donc de la richesse, à partir de règles simples. Et ici, on a notre bonhomme, sauf qu'on a l'introduction d'un robot gris et d'un robot fantôme. Donc c'est exactement les mêmes mécaniques, les mêmes règles qu'on a depuis le début, sauf que c'est la première fois où on a un personnage présent dans le monde sombre et un personnage présent dans le monde clair. Et quand on appuie sur X, on peut contrôler les deux robots en même temps, parce qu'il y a deux robots, sauf qu'il y en a un dans le monde sombre et un dans le monde clair. Et du coup, je trouve ça génial parce que j'ai pas codé de système supplémentaire, j'ai pas introduit une nouvelle mécanique au joueur, c'est ce qu'il a devant le nez depuis le début du jeu, mais c'est une conséquence absolument logique que je devais mettre dans le jeu, parce qu'elle est très amusante et intéressante. Euh, Sachant que les robots, s'il y en a un qui est sur un mur, s'il y en a un qui va vers la droite, il n'y en a qu'un qui peut aller vers la droite, c'est celui qui n'est pas obstrué par un obstacle. Donc ça crée des situations vraiment un peu casse-tête. Après, j'ai fait en sorte que le layout du niveau soit finalement assez facile et peu laborieux, même si le concept fait un peu peur de prime abord. Euh, voilà. Tac, tac,
Tac. Et donc là, l'idée, c'est vraiment d'avoir une entraide entre le robot du monde clair et le robot du monde sombre. Et le niveau est en fait facile à résoudre. Le but n'est pas de créer de la frustration chez le joueur et de faire un niveau infiniment long. C'était juste de montrer l'intérêt du concept d'avoir ces deux robots, un dans le monde sombre, un dans le monde clair. Ce niveau-là est un petit peu plus complexe pour le joueur. Ça fait quelques semaines que je l'ai pas fait, donc normalement, si je me souviens bien, si je vais intuitivement au chemin le plus court avec le premier personnage sélectionné, à savoir le héros, que je vais sur l'interrupteur, ça invite les robots à aller vers la droite, puisqu'on a une lecture de la gauche vers la droite en Occident. Tous les personnages ont envie d'aller vers la droite. Et il y a une forme de symétrie. On a le personnage qui est sur la ligne au centre verticalement, et les deux robots, un au-dessus, un en bas, un dans le monde clair, un dans le monde sombre, ils peuvent aller vers la droite. Il y a une forme de symétrie où ils étaient tous les deux à gauche. Il y a un portail au milieu et deux boutons vers la droite. Donc, si je recommence, on a le héros qui va sur le bouton poussoir. Donc, on a envie de switcher, d'aller vers la droite, faire apparaître les robots en inversion dans l'autre monde. Celui qui était dans le monde sombre vient dans le monde clair et inversement. Et les faire aller vers les boutons présents dans leur monde. Sauf qu'en fait, là, le robot du haut est sur un bouton et le robot du bas ne peut pas puisque son portail est fermé. Donc là, on est invité à aller dans le monde sombre pour activer la porte, permettre au robot du bas d'aller ici, activer le bouton poussoir et permettre au joueur de venir jusque là. Ah oui, en fait, le niveau est facilement résolvable. Je croyais l'avoir designé pour devoir faire autre chose, mais finalement, je crois que j'avais en tête une version antérieure du niveau qui était plus complexe, où en fait je voulais créer une surprise et que le joueur doive faire un truc en plus. Il fallait d'abord faire déplacer les robots avant le héros. Mais en fait, je trouvais que ça rajoutait trop de charge mentale qui venait rendre confus l'intérêt du niveau qui était de juste faire switcher les robots d'un monde à l'autre. Et c'était pas l'intérêt de créer quelque chose de trop confus et complexe. Parfois, c'est mieux de simplifier un niveau afin de rendre plus évident son idée qui est intéressante. C'est contre-intuitif. On a parfois, quand on fait des jeux d'énigmes, on a envie de rajouter des étapes supplémentaires et de cacher ce qui fait vraiment l'intérêt du niveau. Mais souvent, en fait, paradoxalement, c'est plus intéressant de laisser presque évident la solution parce que une bonne énigme, c'est souvent quand on a la solution devant le nez, c'est juste qu'on ne la voit pas parce qu'on n'a pas encore inversé mentalement ce qu'on voulait voir. Et c'est le fait de réenvisager une situation et de voir que finalement, c'était beaucoup plus simple que ce qu'on pensait. Le fun et la surprise résident souvent là-dedans. Et du coup, moins une énigme est laborieuse, moins une énigme est compliquée à résoudre, plus elle peut être intéressante à condition qu'elle soit designée pour ce moment de surprise et de basculement de comment le joueur perçoit les choses. Et après, l'exécution de l'énigme, elle peut être en quelques coups seulement. Il n'y a pas besoin de faire un long chemin, positionner une caisse, revenir, l'enlever, réactiver un truc, revenir, machin. Euh, euh, Parce que c'est pas nécessaire. Euh, il y a eu des énigmes dans ce niveau-là où il y avait beaucoup d'étapes intermédiaires, mais c'était le nombre d'étapes nécessaires pour la démonstration du concept du niveau pour amener à la surprise. Je ne pouvais pas amener à la surprise du niveau avec moins d'éléments, puisqu'ils étaient nécessaires à une structure qui force le joueur à être face à une solution unique, dont cette solution unique est porteuse du message non verbal de la propriété émergente que je veux donner au joueur. Waouh, cette phrase était super longue. Pour faire simple,
Faut faire simple. Voilà. Mais c'est voilà, c'est ce que j'essaie vraiment de faire quand je design des jeux. C'est un peu Christophe Newman, comme Christophe Newman, qui est un illustrateur minimaliste, qui essaie de faire des illustrations où, s'il enlève un trait dans son dessin n'a plus de sens. Donc c'est vraiment un peu du design par soustraction où c'est un équilibre fragile d'illustration où si il y a trop de détails, on perd l'aspect minimaliste et le dessin est moins intéressant. Mais si on va trop vers le minimaliste, alors on perd le sens de ce que le dessin essaie de communiquer. Et c'est un peu la même chose dans le design de jeux d'énigmes, je trouve. C'est genre si j'enlève une porte ou une case ou un mur ou un portail ou un item, tout se casse la gueule, ça fonctionne plus. Et si je rajoute un item, une case, un truc en plus qui est pas nécessaire, c'est pas forcément grave parce que ça empêche pas le joueur de faire le niveau, mais ça vient cacher la beauté naturelle déjà présente dans le concept même du niveau, quoi. Donc c'est dommage, je trouve. Donc c'est vraiment un équilibre subtil à trouver quand on design un jeu. Voilà. Alors, dans ce niveau-là, on arrive bientôt vers la fin. On a des débuts de murs qui sont déjà absolument ouverts. Donc, le seul endroit où on peut aller, c'est là. Et on a le robot qui a beaucoup d'espace de déplacement. Ici, on l'a coincé dans cette petite room. Et ici, on pourrait laisser le joueur imaginer ce que ça donne, mais je lui donne la possibilité d'utiliser un portail pour voir ce qui se passe dans le monde sombre. Puisque, comme je change un petit peu les habitudes qu'il avait, à savoir avoir des pièces entourées de murs avec juste une porte ouverte à chaque fois, bah, c'est plus intéressant pour le joueur de venir visualiser ce qui se passe vraiment dans l'autre monde, sachant que les murs se transforment vraiment en grands espaces ouverts. Voilà. On peut venir ouvrir l'interrupteur, permettre au robot de venir ici, de prendre la place du joueur sur l'interrupteur et d'accéder à cette room centrale, accéder à l'interrupteur, au portail et finir le niveau. Et on a enfin le niveau final, qui est un niveau plus simple que les derniers, qui est plus une forme de récompense visuelle, un peu comme un morceau de musique qui viendrait ralentir, faire moins de notes après avoir eu une envolée, ou un peu comme après un feu d'artifice, il y a eu le bouquet final. C'est bien de pas arrêter le bouquet final d'un coup, mais de refaire des petits feux d'artifice pour terminer le, euh, le spectacle, quoi. Donc là, le joueur est bloqué dans une room. Le robot doit faire tout le tour. Et les murs sont tous ouverts dans son monde. Donc il peut venir ici. Et on switch. Et là, on a la surprise visuelle où ça respire. Tout l'espace a été ouvert. Donc c'est un peu une manière de donner au joueur un sentiment d'accomplissement et de réussite où genre, ça y est, t'es sorti du labyrinthe, t'es sorti de la boîte, on a fini, c'est la fin, bien joué. Voilà. Euh, voilà. Je suis vraiment très content de faire ces vidéos d'analyse. Pour le moment, je l'ai fait sur des jeux que j'ai fait moi. Donc c'est un peu égocentré comme approche. Mais j'avais envie de partager mes réflexions. Et plutôt que d'analyser et d'imaginer ce que un autre designer aurait pu créer et essayer au, au lieu de fantasmer des intentions qui sont peut-être pas les bonnes, bah, vu que c'est moi qui ai designé ces niveaux-là, c'est plus facile d'expliquer l'envers du décor et les intentions de création présentes dans le jeu. Je pense que je vais faire encore deux analyses de jeux à moi, et après je vais repasser sur d'autres jeux. Il y a énormément de jeux faits sur Puzzle Script par des grands designers que j'ai envie de montrer. Mais je pense que plus tard, je ferai aussi des jeux
un peu plus connus grand public comme Baba Is You, Portal, The Witness. Donc, euh, donc voilà, on verra ce que ça donne. Et en attendant, bah, je vous dis merci beaucoup pour votre écoute, attention et à très bientôt. Salut!